Donc vous êtes donc à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal. Vous m'avez fait corriger il y a quelques temps. Évidemment, il y a plusieurs universités à Montréal, il ne faut pas les confondre. Même si je crois que vous êtes d'origine française. Oui, Et absolument. vous êtes allé donc faire un doctorat à l'Université du Québec à Montréal, qui porte donc sur un épisode dont on va évidemment parler cet après-midi probablement, la transformation de la Nation of Islam dans les années 1970, du mouvement qui était originellement en un mouvement sunnite, plus classique, hein, sous l'égide donc de Waris Din Mohammed. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter une intervention sur le mythe de Yacoub dans la Nation of Islam, hein, qui nous occupe particulièrement dans le cadre du programme RELRAS, puisque il s'agit d'une forme d'inversion, hein, du stigmate de la couleur, avec ici l'idée donc que la race blanche est une race contrefaite, hein, et foncièrement mauvaise d'ailleurs, telle qu'elle était conçue donc, dans ce mythe qu'on pensait au sein de la Nation of Islam. Donc voilà, Scientist by the name of Yaqub, l'usage et devenir d'un mythe dans la Nation of Islam, donc des années 1930 jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, vous avez la parole pour 25-30 minutes, si vous voulez un peu dépasser, sachant que nous ne sommes plus que deux dans vous n'êtes plus que deux dans cette table ronde, on peut se permettre un petit peu de débordage. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais commencer avec une petite introduction des intentions que j'ai eues en vous livrant cette présentation. D'abord, je voudrais partir du relatif manque de visibilité de la Nation of Islam dans l'espace francophone et plus largement du relatif manque de visibilité de l'islam afro-américain qui constitue un univers très intéressant sur le plan culturel et sur le plan religieux, avec des implications historiques très riches. Et justement, mon travail de recherche, de manière générale, viserait à pallier ce qui constitue un relatif angle mort. Alors, je pense qu'on peut changer de diapo. Au cours de cette présentation, donc, comme vous le savez, qui doit contextualiser et mettre en perspective le mythe de Yacoub, je voudrais aborder la croyance en ce mythe qui prévaut donc au sein de la Nation of Islam, mais qui existe aussi dans d'autres mouvements qui sont issus de sa généalogie. Je voudrais donc contextualiser ce mythe en montrant qu'il constitue la pierre d'angle d'une vision du monde. Et c'est peut-être la problématique que je retiendrai. Je voudrais qu'on se demande quelle est la conséquence de la croyance en un mythe tel que celui d'Yacoub sur un mouvement tel que la Nation of Islam et plus largement sur l'islam afro-américain, qui a donc une réelle résonance dans l'espace américain, aussi bien du point de vue des adeptes que du reste de la société, et c'est une influence qui vaut jusqu'à aujourd'hui. Donc je me focaliserai sur des mouvements qui sont issus du tronc commun représenté par la Nation of Islam. C'est pour des raisons essentiellement de clarté conceptuelle et de chronologie. Mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres mouvements issus de l'islam afro-américain, parfois peu soucieux d'orthodoxie, qui font également usage du mythe de Yacoub. Mais tout du moins, je me concentrerai sur ce qui est issu de la Nation of Islam. Je vais vous présenter donc des éléments historiques, mais je souhaiterais toujours les rattacher à des usages et à des interprétations du mythe qui ont encore une actualité, qui sont encore en vigueur. La thèse que je défendrai pendant cet exposé est la suivante. La Nation of Islam n'est pas simplement un discours politique, ne manie pas simplement un discours politique qui serait entouré d'un vernis religieux. C'est-à-dire que la Nation of Islam déploie une lecture authentiquement religieuse du monde, fût-elle atypique, et cette lecture religieuse du monde a entre autres des implications dans la vie publique américaine. Donc, au préalable, pour vous présenter mon plan, je vais commencer par partir des sources du mythe en opérant une présentation générale qui me semble utile à sa compréhension, pour, dans un second temps, mentionner les conséquences idéologiques et pratiques de ce mythe pour des personnes qui choisiraient d'y adhérer, selon qu'on l'accepte littéralement, métaphoriquement ou même à des fins strictement culturelles et qui seraient découplées de l'usage traditionnel qui prévalait dans la Nation of Islam. Et dans un troisième temps, enfin, je terminerai par une mise en pratique de ces remarques à travers un événement ayant trait à l'histoire du temps présent, en l'occurrence la manière dont le
le mythe de Yacoub a pu influencer, selon moi, la lecture de la Covid-19 dans la Nation of Islam de Louis Farrakhan. Pour commencer, je crois qu'on peut changer de diapo. Merci. Aux sources du mythe. Alors, il faut revenir sur les origines de la Nation of Islam, qui sont, autant que le mouvement lui-même, assez peu connus en langue française. La Nation of Islam est un mouvement religieux à tonalité nationaliste afro-américaine qui a été fondé en 1930. Selon la tradition, il aurait été fondé ou initié tout du moins le 4 juillet 1930, quand un prêcheur atypique se faisant appeler W.D. Farad faisait du porte-à-porte dans certains quartiers afro-américains de Détroit. Alors, il faut se remettre d'ailleurs dans la perspective de ce que pouvait être ce mois de juillet 1930 pour la population afro-américaine de Détroit. C'est-à-dire que c'était une population qui avait successivement connu la grande migration au nord. Beaucoup d'entre eux étaient nés dans le sud et avaient fait le choix de venir travailler dans le nord, où ils avaient été confrontés à un certain nombre de désillusions, outre la crise économique qui venait de frapper l'Amérique. Il y avait une désillusion aussi du point de vue des possibilités d'intégration. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les années 1920, par exemple, sont une période où le Ku Klux Klan croît à une vitesse très importante dans des États historiquement qui n'étaient pas des États sudistes, et le Michigan en faisait bien partie, était bien représenté dans cette tendance. Et donc, les Noirs américains qui avaient fait le choix de s'installer à Détroit étaient confrontés à une ségrégation qui se poursuivait, à des difficultés économiques très importantes. Et il y avait un climat véritablement de désespoir au cours de cet été 1930. Et ce prêcheur atypique arrive dans ce contexte de désillusions multiples. Alors, qu'enseignait-il ? W.D. Farad avait la prétention de faire du porte-à-porte en apportant des produits qui, selon lui, venaient du pays d'origine des Afro-Américains. Ça, c'était sa technique d'approche, en quelque sorte, et il piquait une curiosité, justement, chez ses interlocuteurs. Et à partir de ça, il commençait à les intéresser d'abord à la Bible, en prétendant qu'il avait la connaissance de l'histoire de leur peuple. Et dans un second temps, il commençait à la fois à attaquer la Bible, en considérant que c'était un livre qui avait été falsifié, que ce n'était pas un véritable message divin, préférant faire l'apologie du Coran, et aussi, je dirais qu'il y avait une idée de critiquer très violemment les Blancs, ce qui était un discours éminemment radical à l'époque. Alors quand je dis critiquer, le mot est peut-être un peu faible, c'était véritablement une diabolisation des Blancs, c'est-à-dire que les Blancs étaient présentés comme étant l'incarnation du démon dans la Bible et dans le Coran, c'est-à-dire que la Bible et le Coran étaient présentés par Fard comme étant des textes codés, dont il aurait eu la véritable interprétation, et la Bible et le Coran devaient se réaliser dans l'Amérique contemporaine, c'est-à-dire qu'ils devaient notamment paver la voie à la bataille de l'Armageddon qui devait se produire bientôt avec la destruction de l'Amérique et des Blancs de façon plus générale. Alors, c'est un discours qui était éminemment radical et qui se démarquait, par exemple, très nettement de celui d'intellectuels plutôt réformistes. Je pense, par exemple, à Du Bois, avec son mouvement, la NAACP, par exemple. Et c'était un discours qui, par certains aspects, pouvait rappeler celui, par exemple, de Marcus Garvey, qui était un discours donc aussi à tonalité nationaliste, qui lui aussi se démarquait par un refus du compromis, par une part d'anti-intellectualisme, et prétendait donner la parole aux classes populaires afro-américaines plutôt que, par exemple, aux élites communautaires et aux élites intellectuelles afro-américaines. Alors, dans ce que j'ai pu dire, il faut préciser qu'il y a des éléments de distance avec l'islam sunnite qui étaient déjà extrêmement prégnants, parce que, par exemple, il y avait une tendance déjà à diviniser le personnage de Fard. Et il y a eu, par la suite, au-delà de sa présence, qui a été finalement assez brève, qui n'a duré qu'entre 1930 et 1934, parce que le personnage disparaît dans des conditions mystérieuses en 1934, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai moi-même des doutes très profonds quant à ce qu'il a pu devenir. À partir du moment où il disparaît en 1934, c'est un de ses proches collaborateurs, Elijah Muhammad, qui est un ancien ouvrier automobile de Détroit, qui prend sa succession à la tête du mouvement.
et qui va en quelque sorte consacrer la lecture atypique de l'islam qui était promue par Fard. C'est-à-dire que la divinité de Fard va être tenue pour acquise, le caractère diabolique surtout de l'homme blanc va être poursuivi, et Elijah Muhammad finit par obtenir un statut de prophète, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que le prophète Mohammed arabe du 7e siècle n'aurait été qu'une préfiguration de la venue d'Elijah Muhammad qui aurait parlé à Dieu, donc en l'occurrence Farad. Donc il y a l'idée que le Coran, que la lettre du Coran s'accomplit dans l'Amérique du 20e siècle. Ça, c'est une idée centrale dont la Nation of Islam ne se départira à peu près jamais. Et c'est donc une définition du mot islam qui contrevient manifestement à la compréhension traditionnelle et majoritaire de cette religion, parce que l'idée, par exemple, de diviniser un être humain ou de considérer que Dieu aurait pu s'incarner, c'est quelque chose qui n'existe éminemment pas dans l'islam et qui est totalement contredite par la lettre du Coran. Et d'autre part, l'idée qu'il pourrait y avoir un autre prophète après le prophète Mohammed du 7e siècle est aussi quelque chose qui serait inconfortable pour l'islam traditionnel ou majoritaire. Et il y avait donc, comme je l'ai brièvement indiqué, une tendance à diaboliser les Blancs qui s'appuyait sur un discours, je dirais, de type mythologique. Alors, je pense qu'on peut changer de diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'était un discours d'une rare virulence dans le contexte de l'époque, le fait de dire que les Blancs étaient l'incarnation du diable. Et il y a un terme qui a commencé à être utilisé par Fard. Alors, les textes d'époque insistent beaucoup sur le charisme de Fard, sur sa capacité à capter l'auditoire. Et le terme qui commence à être utilisé sera Yaqub's drafted devil, le diable qui serait issu des expériences de Yaqub. Alors, qui est Yaqub? C'est un personnage auquel Fard a fait allusion dans certains de ses prêches, dans certaines de ses prises de parole, et surtout dans un texte qui compilait ses enseignements, qu'on appelle couramment les Supreme Lessons, qui a donc été compilé vers 1933-1934, donc quelques mois avant sa disparition vraisemblablement. C'est-à-dire que c'est un texte qui est un peu son testament intellectuel qui permet justement de garder la mesure de ce qu'il pouvait enseigner. Alors, en quoi consiste ce récit portant sur Yaqub? D'abord, il faut préciser que c'est un récit dans lequel le chiffre 6 est récurrent. Ce n'est pas sans importance pour la suite, vous allez le voir. Yaqub est présenté comme étant un noir vivant en Arabie il y a à peu près 6000 ans. Il aurait été originaire de la Mecque. Il est présenté dans les Supreme Lessons comme un enfant qui jouait à l'âge de 6 ans avec des aimants et avec l'attraction des pôles opposés aurait remarqué que l'un des pôles était attiré par celui qui lui était opposé. Et justement, c'est ce qu'explique Fard. Yaqub se serait juré de créer une nation qui serait différente des autres nations qui étaient présentes sur Terre. Il y a l'idée que les Blancs n'existaient pas à cette époque et que Yaqub aurait été l'artisan justement de la création des Blancs. Alors, comment est-ce qu'il s'y serait pris? Il est présenté dans le texte comme étant un scientifique, mais maniant une mauvaise science, c'est-à-dire une science pervertie, que le texte qualifie de tricknology, qui est un jeu de mots entre trick, donc le tour pendable, le mauvais tour, et technology, qui serait donc le contraire de la science saine. Alors, Yaqub aurait compris que le corps humain, que le corps de l'homme noir contenait deux germes, c'est le terme qui est utilisé, germ, deux germes, un germe brun, brown germ, et un germe noir, black germ. Donc, le germe brun étant plus clair que le germe noir, et il aurait compris que par des croisements successifs de populations, il aurait été possible justement de créer des êtres humains de plus en plus clairs. Il aurait envoyé une partie de la population arabe sur l'île de Patmos, sur l'actuelle île de Patmos, qui est donc l'île de la révélation de Saint Jean dans l'Apocalypse, et il aurait mis en place un règlement secret de type qui s'apparente à une expérience scientifique ou médicale. Donc c'était un règlement secret qui était appliqué par un corps médical, c'est-à-dire que le texte fait référence à la présence de médecins, à la présence d'infirmières, et le texte des Supreme Lessons qualifie cette politique de law on birth control. Alors, littéralement, la loi sur le contrôle des naissances, il faut préciser que birth control, c'est aussi le terme qu'on utilise en anglais pour qualifier la contraception. J'y reviendrai brièvement.
Alors, le but de cette politique aurait été de privilégier les bébés bruns, les brown babies, à la pompe nucléaire, comme je le disais, mais surtout de tuer les bébés noirs. C'est-à-dire que Yacoub est présenté comme étant un être cruel qui aurait sacrifié la vie d'enfants noirs pour servir ce dessein. Et les bébés noirs, c'est pas sans importance là non plus pour la suite de mon propos, sont présentés dans le texte comme étant brûlés, c'est-à-dire qu'ils auraient été tués à l'insu de leur mère, et ensuite ils auraient été placés dans des crématoires pour être brûlés, pour faire disparaître les corps. Ce processus est présenté par Fard comme étant la dégénérescence délibérée d'une population saine. C'est-à-dire que 600 ans auraient été nécessaires pour faire émerger l'homme blanc par croisement successif, à la suite de quoi les Noirs auraient pris conscience du caractère malsain et diabolique de cette population qui venait d'émerger et auraient décidé de les enfermer sur ce qui constitue aujourd'hui le continent européen, qui est présenté comme étant un continent fait de montagnes et de cavernes, de grottes, d'où ils se seraient libérés progressivement. Alors, ils sont présentés de façon récurrente dans les textes de la Nation of Islam comme ayant un statut proche de l'animalité, c'est-à-dire qu'ils auraient une masse cérébrale de 6 onces de volume, 6 onces, on retrouve encore une fois le chiffre 6, alors que les Noirs sont présentés comme ayant un cerveau de 7 onces et demi. Donc c'est une récurrence de chiffres qui ne doit rien au hasard, parce que le chiffre 6 suggère l'imperfection justement par rapport au 7 qui serait la complétude. Et finalement, l'homme blanc est présenté par le texte comme étant le véritable colored man, c'est-à-dire l'homme coloré, l'homme dont la couleur diverge de celle des autres familles qui composent la famille humaine, par opposition notamment à l'original man qui serait l'homme noir. L'homme noir est présenté très clairement dans ce texte comme étant représentant de l'humanité originelle. Alors pour terminer avec le contenu du mythe, et là non plus c'est pas sans importance pour la suite, le prophète Moïse est présenté comme ayant essayé de les civiliser, de leur conférer des bases civilisationnelles, et Fard précise que Moïse aurait échoué. Alors c'est un passage personnellement qui m'interpelle quelque peu parce que je me demande si ça ne fait pas référence à la mission de Moïse auprès des Israélites. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'une mise en parallèle des Juifs avec les Blancs? Et c'est une interprétation qui est confortée par d'autres caractéristiques des enseignements de la Nation of Islam. Toujours est-il que le règne de l'homme blanc est présenté par Fard comme ayant cessé en 1914. C'est-à-dire que le texte date du début des années 1930, mais il y a quand même l'idée que le règne de l'homme blanc aurait pris fin en 1914, mais qu'un délai lui aurait été accordé, mais qu'en revanche, sa destruction est toujours promise et qu'elle serait toujours imminente. Alors, c'est un récit qui est éminemment fondé sur des enjeux de race, sur des enjeux identitaires également, mais il y a tout de même une véritable ambiguïté de la personne de Fard, parce qu'il était présenté dans les années 1930 comme étant arabe, mais à peu près une vingtaine d'années plus tard, dans les années 1950-1960 notamment, il sera plutôt présenté par son successeur Elijah Muhammad comme étant métis, né d'une mère blanche et d'un père noir qui aurait été originaire de la Mecque. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on est face à un certain paradoxe dans la mémoire du personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui hausse les Noirs américains au rang de peuple providentiel, proche de la divinité, par contraste justement avec le diable qui serait l'homme blanc, mais Fard lui-même n'est jamais présenté comme étant afro-américain. Tout au plus, il serait métis, mais pas d'ascendance afro-américaine. Donc c'est une situation qui mérite d'être soulignée. Et je crois qu'on peut changer de diapositive, s'il vous plaît. Merci. Vient la question de l'interprétation de ce récit qui a l'air si particulier. Comment interpréter son contenu? Alors, il y a deux dimensions que je ne mentionnerai qu'à titre de compréhension des points ultérieurs de ma présentation. Il me semble d'abord qu'il y a une composante biblique dans ce récit apparemment si désarçonnant, parce qu'il y a un parallèle qui est implicitement établi entre Yacoub et le patriarche Jacob dans la Genèse. Alors, je pense notamment à un passage de la Genèse où le personnage de Jacob, Yacoub en arabe, fait un croisement des moutons noirs que son beau-père Laban lui a remis, et par croisement successif, arrive à changer la couleur des moutons blancs en moutons noirs, justement.
c'est l'inverse de ce qui est présenté dans la Nation of Islam, mais il y a l'idée d'un personnage qui s'appellerait Yacoub ou Jacob et qui change justement la couleur d'une population. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une similitude. Je la mentionne parce que c'était une subtilité qui était susceptible d'être perçue peut-être par des auditeurs empreints de culture biblique, comme pouvaient l'être les premiers fidèles de la Nation of Islam. Mais il y avait aussi une tonalité nationaliste afro-américaine, parce que par exemple, l'image si marquante de l'homme blanc qui vivrait dans des cavernes, qui aurait une part de primitivité, on l'a trouvée déjà dans des textes dont Fard semble s'être inspiré. Je pense par exemple à un texte de Marcus Garvey qui s'appelait Philosophy and Opinions, qui était paru quelques années auparavant et qui présente quelques similitudes avec l'idéologie et les enseignements de la Nation of Islam, même si c'est quelque chose d'assez marginal dans le propos de Marcus Garvey. Mais surtout, je voudrais me focaliser sur les réminiscences scientifiques que porte ce récit. Je voudrais vous les présenter brièvement, en raison notamment du vocabulaire qui est employé. C'est-à-dire qu'il y a une dimension véritablement héréditaire de ce caractère diabolique, sinon génétique. Même si le mot n'est pas utilisé, on préfère parler de grafting, croisement, pourrait-on dire. On préfère parler de germs plutôt que de gènes, par exemple. Mais on insiste, par exemple, pour dire que the devil is made from the original people by grafting, entre parenthèses, by separating the germs. Il y a cette idée-là. C'est une proximité avec le vocabulaire scientifique et aussi avec certaines politiques publiques de l'époque qui a été soulignée par un historien américain, en l'occurrence Nathaniel Deutsch, qui soutient que le texte porterait la trace de problématiques contemporaines, de réminiscences, telles que le contrôle des naissances, la contraception, donc vous vous souvenez birth control, ainsi que la volonté de certains cercles eugénistes de viser spécifiquement les Noirs. Donc en l'occurrence, ça serait une façon de dénoncer ces politiques publiques, de dire que les Noirs en seraient victimes. Ça, c'est l'interprétation de Deutsch, elle me paraît très intéressante par sa portée interprétative. Et justement, comme je le disais, les Supreme Lessons présentent l'intérêt de maintenir la présence de Fard en quelque sorte, puisque même s'il n'est plus présent, le texte continue de circuler. Et Elijah Muhammad, pendant 4 décennies, entre 1934, où il prend en quelque sorte le contrôle du mouvement, et jusqu'en 1975, qui est la date de son décès, perpétue cet islam atypique qui colporte une interprétation du mot islam qui différait sensiblement de celle qui prévaut majoritairement à l'échelle mondiale. Et en quelque sorte, la présence politique, culturelle et médiatique de Louis Farrakhan jusqu'à aujourd'hui fait que le mythe est encore tenu pour littéral, pour exactement vrai, par un groupe de fidèles organisés dans le monde contemporain. Alors, je crois qu'on peut changer de diapositive, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'en viens donc aux implications de cette croyance religieuse. Qu'est-ce qu'elle peut supposer? Qu'est-ce qu'elle suppose pour les adeptes, notamment, et pour leur vision du monde? Alors, tout d'abord, il y a un volet scientifique. Il est important de comprendre ce que recouvre le mot islam, justement, pour la Nation of Islam, pour apprécier véritablement les implications du mythe de Yacoub. La religion de la Nation of Islam est une religiosité qui fleurit, en quelque sorte, sur le désenchantement du monde. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que les miracles n'existent pas, que l'idée d'un Dieu abstrait ou transcendant est une impossibilité, que si Dieu existe, c'est un être tangible. Donc, en l'occurrence, Fard est perçu comme étant Dieu dans la mesure où il aurait eu une connaissance parfaite et totale de l'ensemble des mystères de l'univers, qui l'aurait donc conduit à des qualités telles que l'omniscience ou l'omnipotence, par exemple. Donc, c'est-à-dire que la seule divinité accomplie serait Fard, mais les Noirs, dans leur ensemble, constitueraient une divinité en puissance. C'est-à-dire qu'à condition de disposer de la même somme de connaissances que Fard, les Noirs pourraient devenir Dieu. Et c'est-à-dire que c'est une vision de l'univers matériel où tout serait de l'univers où tout serait explicable scientifiquement. Et ça va jusqu'à la prétention à l'exactitude mathématique, parce que l'islam serait présenté dans cette interprétation comme étant le bon usage de l'existence, le bon usage de l'univers. Et à ce titre, le diable des écritures bibliques et coraniques existerait bel et bien en la personne des Blancs. De même qu'il n'y aurait pas de Dieu transcendant, il n'y aurait pas de diable occulte, il n'y aurait pas de mystère à cet égard, ça serait l'homme blanc. Alors, il y avait justement un grand renfort de la science pour justifier certains éléments de cette diabolisation, parce que par exemple, les découvertes de l'homme de Néandertal étaient suivies par le mouvement à son apogée dans les années 1950-1960.
en prétendant justifier les révélations de Fard. Et jusqu'à aujourd'hui, Louis Farrakhan, par exemple, soutient que le délai de 6000 ans qui aurait vu apparaître l'homme blanc reste valide, qui aurait une validité scientifique. Alors, pourtant, malgré cette prétention à la scientificité, il y avait des limites dans l'interprétation de la science, je dirais, qui prévalait dans la Nation of Islam, avec quelques libertés face au consensus scientifique. Parce que, par exemple, l'homme noir est présenté comme étant plus ancien que la planète Terre. C'est-à-dire que les Noirs auraient vécu dans l'espace, pour le dire simplement, avant de créer la planète Terre, par leur connaissance. Donc finalement, ce n'est pas une conception darwinienne classique, on pourrait dire, de l'être humain, de l'apparition de l'homme. Et surtout dans le cadre qui nous intéresse, il y a par exemple une inversion de la perspective darwinienne, parce que dans un livre qui est peut-être le livre le plus connu d'Elijah Muhammad, il soutient par exemple que l'homme blanc serait, comme je le disais, le produit d'une dégénérescence, mais qui aurait finalement donné naissance aux singes. C'est-à-dire que les singes seraient issus de l'homme blanc, seraient le fruit de cette dégénérescence. Et il n'y a pas l'idée, par exemple, qu'une variété de singes aurait donné naissance à l'être humain. Ça, c'est quelque chose qui est totalement nié par la Nation of Islam. Certaines caractéristiques prêtées aux blancs, tout du moins, étaient perçues comme traduisant un statut proche de l'animalité, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que les blancs aimeraient à fréquenter des animaux impropres, comme le chien, à consommer des viandes répugnantes comme le porc, qui est honni dans la Nation of Islam. Et donc, l'homme blanc, dans ce contexte, est décrit comme étant un être qui ne comprendrait pas réellement les règles de l'univers, qui en ferait un mauvais usage, qui contreviendrait à la compréhension de l'univers et au bien. En outre, il nuirait à la création. Par exemple, il y a toute une insistance dans la Nation of Islam sur la qualité de l'alimentation pour les fidèles. Et il y a l'idée que l'homme blanc empoisonnerait volontairement la nourriture, notamment avec les conservateurs, avec les produits chimiques. On ne parlait pas de pesticides dans les années 1950-1960, mais c'est l'idée qui est sous-jacente. Et il y a l'idée de même que les Blancs auraient dénaturé le contenu de la Bible. Ils en auraient fait un livre empoisonné, poison book, c'est l'expression qui est utilisée, alors que le Coran serait resté un livre inviolé, justement, et qui, à condition d'en avoir la bonne interprétation, porterait témoignage contre le blanc. Alors, je crois qu'on peut changer de diapositive, s'il vous plaît, merci. Il y a des implications politiques également à ce mythe, c'est-à-dire que, comme je le disais, le caractère diabolique qui est prêté à l'homme blanc est censé relever d'un atavisme. C'est quelque chose qui est véritablement héréditaire et qui est présenté comme étant essentiellement incurable, en quelque sorte. L'homme blanc serait le mal incarné, un être intrinsèquement maléfique, primitif et dangereux, sous le voile de la modernité. En outre, il serait atteint d'une forme d'infériorité intellectuelle et toute la technologie du XXe siècle était présentée comme étant sans commune mesure avec la science toute puissante dont aurait disposé une hiérarchie secrète d'hommes noirs et dont la Nation of Islam ne serait que la face émergée. Ça, c'est les croyances du mouvement à son apogée, et ça vaut encore aujourd'hui sous Louis Farrakhan. Alors justement, la destruction prochaine de l'Amérique et des Blancs de façon plus générale était promise dans le mouvement pour lever cette tension perçue comme intolérable, le fait de vivre dans un pays majoritairement peuplé de descendants d'Européens, le fait que le gouvernement américain à l'époque, il faut bien le dire, était sous contrôle des Euro-américains. Mais cette attente de la destruction des Blancs n'était pas une attente politique conventionnelle, ce n'était pas une attente de type révolutionnaire, par exemple. Il y avait l'idée qu'un vaisseau spatial appelé Mothership devait s'en charger. Ça, c'était la grande croyance du mouvement, c'est-à-dire que le mouvement nie, par exemple, l'idée de miracle. Il n'y a pas de miracles qui peuvent exister. En revanche, il y a une technologie de très haut niveau qui est maîtrisée par des hommes noirs qui vivent dans l'ombre, qui ne sont pas visibles au grand public, mais qui vont agir, qui vont justement faire disparaître les Blancs et qui vont détruire l'Amérique de façon imminente. Et ça, c'est une perspective qui remplace en quelque sorte le grand soir et la révolution. C'est-à-dire que c'est une des raisons d'ailleurs des ruptures entre Malcolm X et la Nation of Islam. Ils finissaient par ne plus se reconnaître dans ce qui constituait finalement une forme de dépolitisation à force d'une radicalité trop grande. Ça, c'est un paradoxe qui a été constaté par
l'universitaire nigérian Etienne Udom dès les années 1960 quand il étudiait la Nation of Islam, en disant justement qu'une radicalité politique tellement grande couplée à un discours millénariste conduisait les fidèles à se détourner du champ politique conventionnel. Et alors justement, la caricature que je présente ici présente assez bien ce que pouvait être la vision de la politique de la Nation of Islam à son apogée, avec l'idée que finalement le fait de voter pour des blancs ne serait que des variations au sein du même panel diabolique. Alors on peut changer de diapositive si vous le voulez bien, merci. Mais peut-on s'éloigner de ce mythe qui a l'air de déterminer toute la vision du monde des fidèles? Alors justement, mon discours ne se veut pas trop systématique parce que je veux tenir compte des interprétations non littérales ou dynamiques de ce récit. Parce que par exemple, il y avait la tendance à utiliser une interprétation métaphorique de cette histoire qui est attestée dès les années 1930. Elle circulait encore couramment dans les années 1950-1970. C'était la grande époque du succès du mouvement, mais elle était ambivalente dans la mesure où elle avoisinait une interprétation qui, elle, était clairement littérale, qui était notamment promue par Elijah Muhammad, et donc qui avait un poids symbolique évident. Toutefois, il faut préciser qu'à partir du moment où Elijah Muhammad disparaît, en 1975, au moment de son décès, cette lecture métaphorique des enseignements de la Nation of Islam sera officialisée par son fils, Warisdin Muhammad. Alors, en quoi est-ce qu'elle a consisté? D'abord, l'admission des Blancs n'était plus un tabou, c'est-à-dire que Warisdin acceptait de critiquer ce qu'il appelait le white mind, ou qu'il appelait aussi le colored mind, et qu'il comparait au black mind, c'est-à-dire qu'il y avait une force créatrice et vertueuse qui était prêtée au black mind, tandis que le white mind aurait été justement la volonté d'exploiter les autres, de leur nuire. Mais à ce titre, ça cessait d'être des catégories raciales en quelque sorte. Alors vous voyez, par exemple, j'ai mis un petit extrait qui précise que l'âge de Yacoub, les 6 ans qui lui sont prêtés, était réinterprété comme étant des signes du caractère enfantin de ses intentions. Et Warisdin Muhammad a commencé à présenter le récit de Fard, le récit qui concerne Yacoub, comme étant une façon de choquer les Noirs, de leur faire comprendre le caractère anormal de leur situation dans les années 1930. Et effet concomitant de cette réinterprétation, les tensions avec le gouvernement américain ont cessé. C'est-à-dire que Warisdin est devenu un interlocuteur privilégié de Washington, et c'est une interprétation métaphorique du mythe de Yacoub qui est encore en vigueur dans le mouvement qui est issu de sa prédication, qui s'appelle The Mosque Cares. Et au contraire, par exemple, Louis Farrakhan, qui est l'image à laquelle on pense peut-être le plus aujourd'hui quand on parle de la Nation of Islam, a réaffirmé ce mythe contre Warisdin Muhammad. C'est-à-dire qu'il a présenté ce vent de réforme métaphorique, on pourrait dire, comme étant une grande apostasie qui en plus aurait été manipulée par le gouvernement américain. Ça serait donc l'œuvre du tentateur, de l'accusateur, du diable au sens scriptural du terme. Et ce qu'il faut préciser d'ailleurs, entre parenthèses, c'est que Louis Farrakhan, même s'il en parle peu, ne croit pas que Elijah Muhammad soit mort. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que Elijah Muhammad serait rentré en occultation, qu'il serait à bord du Mothership, justement, et que son retour dans la gloire devrait être imminent. Et donc, il y a aussi l'idée de parler de perversité des Blancs en parlant de complot pour l'assassiner, parce que Elijah Muhammad aurait justement voulu fuir ce complot qui visait à attenter à ses jours. Ça consacre donc chez Louis Farrakhan, et je crois qu'on peut changer de diapositive, merci, le retour des thématiques liées à Yacoub et plus largement à l'ancienne Nation of Islam. Par exemple, dans une conférence de 1981, il affirme clairement que le contenu des Supreme Lessons est une vérité littérale et il se veut le continuateur des enseignements d'Elijah Muhammad. Alors, il y a aussi une mise en parallèle de plus en plus systématique entre les Blancs et les Juifs qui se fait chez Louis Farrakhan, qui, à mon sens, existait assez peu chez Elijah Muhammad et qui était beaucoup plus ambigu, tandis que chez Farrakhan, il y a l'idée, par exemple, que les Juifs auraient eu un rôle prépondérant dans l'esclavage des Noirs, et il y a une mise en parallèle du rôle des Blancs et des Juifs, justement, comme si c'était deux catégories intimement liées et que les Juifs étaient en quelque sorte des représentants aggravés, je pourrais dire, des qualités qui sont des qualités négatives qui sont prêtées aux Blancs. Et c'est donc une affirmation d'une différence physique intrinsèque avec même des maux contemporains comme le cancer ou le sida qui sont attribués aux Blancs, qui seraient la résultante de leur manigance, avec l'idée toujours d'empoisonner la création.
C'est-à-dire, par exemple, que la lecture de certains événements, tels que les guerres d'Irak, l'invasion de la Libye, le renversement de Kadhafi, par exemple, sont perçus par Louis Farrakhan comme étant une action maléfique prêtée aux Blancs et au sein desquels il y aurait une action également prépondérante des Juifs. Donc c'est une vivification du mythe de Yacoub avec un changement thématique partiel, et c'est la résolution de... Enfin, comment dire, il y a une résolution justement de cet état de fait qui est toujours promise et qui serait une attente millénariste. C'est-à-dire que la croyance, par exemple, au mothership a été réaffirmée, même si ce n'est pas toujours dit clairement dans les prises de position de Farrakhan. C'est un arrière-plan dont il me semble falloir tenir compte. Alors, autre usage possible, et là on peut changer de diapositive, merci, détourner le mythe, plutôt dans le champ de la culture. Alors, par exemple, ici, j'ai placé la couverture d'un livre où le terme Blue-Eyed Devil est utilisé de façon un petit peu ironique par l'auteur américain Michael Muhammad Knight, qui est d'origine irlandaise et qui raconte donc dans cet ouvrage son road trip à travers les communautés musulmanes en Amérique. Et on peut justement constater que c'est un usage du mythe qui commence à être fait, ou avec quelques allusions au mythe, de la part de communautés ou de groupes de personnes auxquels il n'était pas destiné, c'est-à-dire en l'occurrence des Blancs américains, mais aussi des mouvements issus de la Nation of Islam qui ne partagent pas le mode de vie, notamment qui était proposé aux membres. Alors on peut changer de diapositive, s'il vous plaît. Merci. Je vais brièvement vous présenter la Nation of Gods and Earth. C'est qu'on appelle parfois le mouvement des Five Percenters. Alors c'est un mouvement anarchisant qui est issu de la Nation of Islam, qui a été créé dans les années 1960 par un ancien membre qui s'appelait Clarence Smith, qui se faisait appeler également Clarence 13X, ou aussi Allah, c'est le nom qu'il a commencé à prendre dans les années 1960, qui prétendait donc apporter un message moins austère à la jeunesse new-yorkaise. C'est une interprétation de la Nation of Islam coupée de son caractère le plus rigoureux, le plus austère. Alors justement, le mouvement porte un discours sur les Blancs qui a été quelque peu adouci avec le temps. Il y avait par exemple une proximité de Clarence Smith avec la mairie de New York, notamment avec Barry Goether, qui était un des adjoints du maire de l'époque, qui appréciait et soutenait son action auprès de la jeunesse afro-américaine. C'est-à-dire qu'il était assimilé en quelque sorte à un éducateur. Et il y a aussi des traditions orales qui l'entourent, qui rapportent un abandon de la diabolisation des Blancs à la fin de son ministère. Alors il est mort en 1969, c'est-à-dire qu'il considérait que de façon métaphorique, les Blancs avaient disparu en tant que catégorie séparée, c'est-à-dire qu'il pouvait désormais y avoir une coexistence entre les Noirs et les Blancs. Alors ce n'est pas une idée qui est tenue comme une évidence par tous les Five Percenters. Ils insistent plutôt sur le statut divin qui est prêté à l'homme noir. Ça, c'est plutôt une insistance. Donc il y a une pluralité d'interprétations qui prévaut au sein de ce mouvement où il n'y a pas d'interprétation unifiée, il n'y a pas de structure très cohérente, mais il y a une grosse influence de ce mouvement sur le rap américain, et c'est ce qui fait par exemple que dans les paroles que je présente à l'écran, il y a des références au Supreme Essence, avec des références courantes et précises, par exemple à la divinité des Noirs, au refus d'une divinité abstraite et mystérieuse, et avec parfois des mentions qui peuvent évoquer l'idée de diable blanc, avec des mentions quand même très rares du mythe de Yacoub, malgré la diffusion plus large des thématiques héritées de la Nation of Islam. Et justement, je terminerai sur ce point en disant que l'éloignement de la structure de la Nation of Islam suppose à la fois une popularisation de ces thématiques, mais peut-être aussi qu'on les coupe de la vision du monde dans laquelle elles étaient censées être incluses. Et je terminerai, on peut passer à la diapositive suivante s'il vous plaît, avec une thématique très contemporaine, en l'occurrence la lecture de la Covid-19 par la Nation of Islam à partir de tout ce que j'ai pu vous dire. Et on a 2 ans de recul sur ces événements qui permettent quand même une certaine prise de distance quant à l'appréciation de Louis Farrakhan. Dans tout ce que j'ai pu dire, il y a souvent des thématiques liées au corps noir en rapport avec le mythe de Yacoub, c'est-à-dire que l'homme blanc naîtrait de la dégénérescence du corps noir jusqu'à façonner un être différent de soi, monstrueux, et ce en tuant des enfants noirs pendant plusieurs générations. Alors,
justement, on peut se demander quelle serait l'application quelle serait la conséquence de ce mythe dans le cas d'une pandémie mondiale qui a été suivie d'une vaccination, qui a souvent excité les méfiances, en recourant souvent à une rhétorique propre aux théories du complot. Alors, pour ce faire, je vais faire un usage très bref des publications du mouvement ainsi que des prises de parole de Louis Farrakhan et de ses disciples. Alors, la première étape, l'apparition du virus, merci. Il y a eu une certaine discrétion de Louis Farrakhan au moment de l'apparition du virus et du confinement. Il y a plutôt eu une mobilisation au moment de la vaccination. Alors, il y a notamment le discours qu'il a tenu pour les 90 ans du mouvement le 4 juillet 2020, c'est l'image que vous voyez sur votre droite, où il présente clairement l'épisode du coronavirus comme étant une action du démon, c'est-à-dire que la politique de vaccination serait à même de provoquer le courroux divin. Alors, comme vous le voyez également à l'écran, ce sont des prises de position sur une base complotiste qui ont eu des conséquences, parce que par exemple, le compte Twitter de Louis Farrakhan a été suspendu en juillet 2021 suite à ces prises de position. Alors on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc avec des intentions qui sont prêtées, par exemple, à des personnages comme Zbigniew Brzezinski. Ça fait partie du discours de Louis Farrakhan. Il y a l'idée que les vaccins seraient faits pour empoisonner les individus. Alors, c'est surtout la branche new-yorkaise de la Nation of Islam qui a dressé un panorama complet des arguments les plus fréquemment utilisés pour refuser la vaccination dans le mouvement. D'abord, il y a l'idée d'un usage cynique des vaccins, c'est-à-dire que le mouvement se fonde sur des précédents historiques où les Noirs américains étaient utilisés comme des cobayes pour des expérimentations médicales. Il y a l'idée d'une toxicité intrinsèque des vaccins à cause de leurs composants. Ensuite, il y a l'idée de la recherche d'une stérilisation ou de l'élimination des populations, notamment afro-américaines. Alors là encore, le mouvement se fonde sur des actions prêtées au gouvernement américain dans le passé, accuse aussi des grandes familles qui seraient à la manœuvre, comme la famille Gates, la famille Rockefeller. Et justement, il y a un accord parfait avec le registre conspirationniste contemporain à cet égard. Ensuite, troisièmement, et c'est peut-être le plus intéressant pour mon propos, il y a une influence néfaste qui est prêtée au planning familial américain qui aurait visé de façon pérenne à la stérilisation des Noirs et des personnes pauvres. Alors, il en ressort que cette opération de vaccination viserait non pas à vacciner, mais à tenter à la vie des Noirs américains et aussi d'autres populations comme les Africains et les Blancs pauvres. Alors, c'est une somme hétéroclite d'arguments qui sont tous caractérisés par une action maléfique qui motiverait la campagne de vaccination. Les membres de la Nation of Islam contemporaine se sentent particulièrement concernés, notamment quant à une volonté de dépopulation. Il y aurait donc une bonne science qui aurait été pervertie par l'industrie et par le gouvernement américain, mais la bonne science, on pourrait encore la trouver, c'est ce que soutient la Nation of Islam de New York. Il y aurait des thérapies alternatives, par exemple à Cuba, à Madagascar, en Chine, mais aussi en Italie. Alors, ça traduit une absence de confiance évidente dans les institutions et dans les applications scientifiques de l'industrie pharmaceutique. Même si Yacoub n'est pas cité directement dans ce questionnement, je soutiens qu'il y a une proximité thématique avec son souvenir. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Puisqu'il y aurait l'idée de manipulation du corps noir, de mensonge, de profit, l'idée de nuire aux Noirs et de détourner la science. Alors, par exemple, je soutiens que ce parallèle peut être fait avec des illustrations comme celle que vous avez ici. Par exemple, la une du journal Muhammad Speaks du 11 octobre 1968 que vous avez en haut, qui dénonçait l'avortement et qui le mettait en lien évident avec le mythe de Yacoub. Vous voyez qu'il y a un homme blanc justement qui est près d'un crématoire avec le terme birth control justement qui est apposé sur ce crématoire. C'est-à-dire que le gouvernement américain serait, dans cette optique, le responsable volontaire de cette situation et il serait impossible de collaborer avec cette expression du mal absolu. Et il y a cette idée également d'exterminer les Noirs qui apparaissait dans l'article que vous avez un peu plus bas sur l'écran, à une autre date. Donc ce sont des préoccupations finalement qui sont récurrentes dans la Nation of Islam en lien avec le corps, la médecine, la science et une volonté de nuire à la population afro-américaine. Et on peut passer à la dernière diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc je dirais que, pour conclure, que le mythe de Yacoub est un mythe au premier abord bizarre, peut-être incompréhensible, dont le contenu pourrait paraître fantasque autant qu'arbitraire. Pourtant, il a l'avantage d'être retenu à la première écoute et d'animer les réflexions ou la vision du monde d'une frange radicale de la communauté afro-américaine depuis près de 9 décennies. Il y a le talent de conteur de farde qui doit, à mon avis, être pris en considération, qui a réussi à manier une mise en scène marquante.
Le succès et la pérennité de ce mythe s'expliquent par une somme de peur et de rejet vis-à-vis de la majorité blanche et du pouvoir américain. C'était vrai dans les années 1930 et c'est encore vrai aujourd'hui dans la Nation of Islam. Le mythe de Yaqub cristallise les craintes d'une frange de la communauté afro-américaine de tendance nationaliste qui nourrit la conviction que l'équilibre de l'Amérique contemporaine est voué à vaciller et que les Noirs américains devraient résister aux grandes tendances en cours. La spécificité du récit de Yaqub consiste à doter cette tendance politique justement d'une mythologie justificatrice. La tension politique avec le gouvernement américain a d'ailleurs été levée dans les situations où le mythe avait cessé d'être considéré comme une réalité littérale, comme dans le cas de la réforme de Waziruddin Mohammad dont je vous parlais. Ça illustre donc le rapport intime entre la politique et le fait strictement religieux dans la Nation of Islam. Enfin, je terminerai en disant que le mythe de Yaqub est une façon particulière de raviver le personnage du diable, hérité des monothéismes abrahamiques, de lui rendre une place dans le paysage politique contemporain, même si ce n'est pas tout à fait la vision du diable au sens traditionnel du terme. En ce sens, le mythe de Yaqub entretient un rapport avec la définition du mythe chez Mircea Eliade, par exemple dans l'introduction de son ouvrage « Naissance mystique », c'est-à-dire que le mythe des origines rendrait compte du monde tel qu'il est, et en ce sens, au travers de ses différents usages, littéralistes, métaphoriques, politiques, culturels, l'histoire de Yaqub est avant tout un mythe des origines qui incite à une certaine action dans le présent. Je vous remercie, il y a une petite bibliographie pour terminer. Sur la prochaine diapositive. Merci beaucoup.